Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Vous écoutez la deuxième partie du 10e épisode de la 4e saison du talk show du trail et de l'ultra trail. Je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus. Après vous avoir raconté dans une première partie la Hard Rock 100 au Colorado, il sera essentiellement question dans cette deuxième partie des championnats de France de trail à Val d'Isère, en Savoie. Bien évidemment, au-delà de ce podcast, je vous invite à aller découvrir les reportages et interviews sur les championnats de France et sur la Hard Rock, mais aussi sur la Western States, le marathon du Mont Blanc ou encore les championnats de France de course en montagne. Sur les réseaux sociaux de Distance Plus, ils sont tous archivés pour vous permettre de les regarder d'une traite de A à Z. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréré. Cette année, les championnats de France de course en montagne et de trail se déroulaient à Val d'Isère, entre 1800 et 3300 mètres d'altitude, en marge de l'événement High Trail Vanoise. Le premier week-end de juillet, c'était les France de course en montagne, et le suivant, les France de trail. Je reviens rapidement sur les épreuves de course en montagne, avant de plonger plus en profondeur dans les épreuves de trail. L'orienteur devenu l'un des meilleurs skyrunners, Fred Tranchant, a montré une nouvelle fois qu'il était aussi excellent grimpeur en remportant la course verticale devant le jeune Dylan Ribeiro et devant deux médaillés de bronze, car arrivé ex aequo sur la ligne, Louison Coiffé et Anselme Damevin. Distance Plus était sur place et nous vous recommandons en passant la vidéo assez dingue d'un sprint ascensionnel entre Louison Coiffé et le détenteur du record du monde de D+, en 24 heures que nous avions reçu dans la bande AD+, Benjamin Mougel. Alors les deux hommes n'étaient pas partis en même temps, mais ils ont grimpé la terrible face de Bellevarde en même temps, comme s'ils se bagarraient pour la victoire. C'est à couper le souffle, ne manquez pas ça. L'inoxydable Christelle De Waal a pour sa part écrasé la concurrence sur cette course verticale dont elle est une grande spécialiste, et elle était de nouveau au départ le lendemain de l'épreuve classique de course en montagne avec 2 montées et 2 descentes au programme. C'est la championne de France et championne de France espoir en titre, Nelly Clément, qui a été la seule capable de faire mieux que Christelle De Waal, deuxième devant Marie Nivet. Chez les gars, c'est l'inattendu athlète cévenol Corentin Capelier qui l'a emporté devant le champion de France 2024, Théodore Klein, et Romain Dicher. Le podium féminin et masculin de la course classique devrait être sélectionné en équipe de France pour les mondiaux à Canfranc. En revanche, pour la course verticale, les athlètes seront sélectionnés lors du Vauban Mountain Trail à Briançon, qui a lieu ce 19 juillet. Le week-end suivant, c'était les trailers qui avaient rendez-vous à Val d'Isère pour les championnats de France. De trail long d'abord le samedi, une épreuve exigeante de 72 km et 5000 mètres de dénivelé positif, et le trail court le dimanche, un 32 km et 2600 mètres de dénivelé positif. Sur les deux épreuves, chez les hommes comme chez les femmes, la densité d'athlètes de haut niveau au départ était folle, avec pour beaucoup un objectif, sinon un rêve, porter le maillot de l'équipe de France en septembre prochain à Canfranc pour les championnats du monde de trail dans les Pyrénées espagnoles. Quelques heures avant le départ, j'ai demandé à mon camarade Fred Bousseau, observateur de longue date du trail et qui s'apprêtait à commenter toutes les courses du week-end pour le live de la chaîne de télévision 8 Mont Blanc, de nous dresser le portrait des courses. Alors le championnat de France des trails longs va notamment reprendre une partie du championnat de France du trail court. Le point le plus bas sera Bonneval-sur-Arc pour le trail long. Et le point le plus haut sera l'Aiguille Perse à 3300 mètres. Donc ça fait un parcours vraiment très exigeant qui va nécessiter vraiment une adaptation à l'altitude, puisque le parcours va être sur une altitude moyenne d'environ 2500 mètres d'altitude. Mais surtout, il va falloir gérer ce phénomène d'hypoxie, de raréfaction d'oxygène, et puis tout ce qui va avec, à la fois l'allure, l'hydratation, et puis son rythme cardiaque, puisqu'il faut vraiment pas s'affoler si on voit qu'on est 10 pulsations au-dessus des pulsations normales qu'on a sur une course habituelle un peu plus bas. C'est un parcours montagneux, mais pas très technique. On va dire que c'est roulant globalement. Alors roulant, ça peut en faire sourire certains, mais c'est vrai qu'on va pas avoir de passage compliqué. Peut-être mis à part la montée au tunnel qui fera sans doute de belles images, mais sinon ça reste un parcours qui se court ou qui se marche vite et qui va donner lieu à en tout cas de très très belles batailles, ça c'est sûr.
Alors, on parle pas de nom, mais quel genre d'athlète tu vois tirer son épingle du jeu? Le profil appelle des aptitudes à la fois en grimpe, en montée et en descente. C'est un montagnard, c'est évident. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un parcours qu'on connaît depuis 1 an. Donc personne n'est surpris à la fois par le relief, par le terrain, par cette altitude. Tous les coureurs le savent depuis longtemps. Ils sont tous venus repérer depuis à peu près le 13 juin, un mois en arrière, puisque le col de l'Iseran notamment a ouvert début juin, le 7 exactement. Donc personne ne sera surpris. Sans doute certains coureurs ne sont pas venus parce que le parcours était peut-être trop montagneux, trop en altitude. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui va récompenser un coureur au profil montagnard. Ça, c'est évident. Un coureur qui a l'habitude des hautes altitudes, l'habitude de grimper fort, mais aussi l'habitude de s'équiper. Parce que je pense que le temps, même s'il est beau, faut pas oublier qu'on va être à 2760 mètres au col de l'Iseran, le plus haut col d'Europe franchissable à vélo et en voiture. Mais surtout, ils vont monter à 3300 mètres où il y aura un glacier en partie, où les chaînes devraient être les chaînes de chaussures, enfin les équipements de chaussures pour progresser sur un glacier vont être obligatoires. Donc, et on va passer quand même de 2760 mètres à 3300 mètres. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux sur l'adaptation à l'altitude. Et certains peuvent être très très bien jusqu'à 2008, 2009, 3000 et très mal accepter l'altitude au-dessus de 3000 mètres. Donc, l'altitude va être sans doute un des acteurs de ce championnat de France. Et il a pas mal neigé ces derniers jours avec une petite intempérie d'un seul coup. Donc il y a de la neige là-haut, il y a beaucoup de neige. Alors il a neigé lundi, mardi, il a fait froid. Là on est sur des températures sans doute ressenties la nuit avant la course qui vont être autour de 0 degré au col de l'Iseran. Donc on va avoir un phénomène de regel, puisqu'en fait, en plus, on aura un ciel dégagé. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un phénomène qui s'appelle l'albédo. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie qui est captée par la neige et le sol dans la journée s'échappe. Et en fait, il n'y a plus de couverture nuageuse qui fait un petit peu couvercle. Donc en fait, il y a un rafraîchissement au niveau du manteau neigeux. Donc on risque d'avoir une neige froide, gelée en altitude. Mais tout ce qui est tombé lundi, mardi a disparu. C'est vrai qu'on a eu quand même beau temps. Il est tombé 7 cm au col de l'Iseran, environ 10-12 cm à l'Aiguille Perse. Là, depuis 4 jours, ça a complètement disparu. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un passage de dameuse pour damer la partie du glacier que vont emprunter les coureurs. Donc oui, on est vraiment sur une configuration de haute montagne. Toi qui es un observateur avisé, est-ce que c'est un parcours qui t'excite, entre guillemets ? C'est un parcours qui est ultra excitant parce que le parcours a été vraiment tracé d'une manière assez très visuelle déjà pour les gens qui vont le suivre, puisqu'il y aura 3 passages au col de l'Iseran. Il y a la descente sur Bonneval-sur-Arc qui est magnifique. On passe de la vallée de la Tarentaise à la vallée de la Maurienne avec ce col de l'Iseran qui est le col de franchissement d'une vallée à l'autre. On a le hameau de l'Écho qui est un très très beau hameau typique. Bonneval-sur-Arc qui est très connu parce que c'est vraiment un des plus beaux villages de France. Et puis après il y a des endroits, mais ici c'est vraiment magique, c'est sûr. Entre la Tarentaise et la Maurienne en plus, entre 2 vallées, c'est génial. On est entre 2 vallées et aussi tout près de la frontière italienne. Donc on est vraiment sur un parcours qui est excitant parce que on va avoir un départ très difficile avec 1 kilomètre vertical, quasiment 1000 mètres avec 4 km et demi à faire pour aller à Picherue. Et puis après une descente sur le Fornay qui va sans doute déjà livrer quelques enseignements. Et puis le jour va se lever progressivement, la chaleur va arriver. C'est vrai que ces derniers jours, après cette chute de neige, il fait froid en altitude. Col de l'Iseran cet après-midi, il devait faire 8 degrés à peu près, beaucoup de vent. Donc demain matin, on verra comment c'est. Mais c'est vrai que la météorologie de montagne, qui est vraiment spécifique ici à la montagne, peut jouer des rôles. Et c'est vrai que quelqu'un qui est habitué à ces changements de vestimentaire, d'alimentation, d'hydratation et tout, peut aussi avoir un rôle à jouer et peut-être tirer son épingle du jeu de ce championnat, à la fois chez les hommes et chez les femmes.
Lancé à 4h30 du matin, le trail long a été sensationnel. Chez les gars, on a assisté durant 72 km à une bataille entre le champion du monde, vice-champion d'Europe et champion de France en titre Benjamin Roubiol et son ami Louison Coiffet, encore lui, deuxième du 90 du Mont Blanc 2023, vainqueur de l'Ultra de la Restonica en Corse et du Trail du Bourbon à La Réunion 2024. À suivre, c'était fabuleux. C'est Benjamin Roubiol qui a su tirer son épingle du jeu, à sa grande surprise tant il n'était pas en forme les jours précédents. Je vous laisse écouter l'interview à chaud de Benjamin Roubiol. Benjamin, rebelote, champion de France, direction les mondiaux en septembre en Espagne. Raconte-nous ta course. T'as l'air frais, t'as l'air encore bien. Ouais, je suis surtout heureux, rassuré, soulagé. Le rêve continue vers les mondiaux, ça fait du bien. Course magnifique, je sais toujours pas comment j'ai fait pour remporter cette épreuve, mais ouais, c'était encore incroyable. Dur à la fin, bien sûr, mais fantastique moment. Pourquoi tu dis tu sais pas comment t'as fait? Qu'est-ce qui fait que tu doutais? Ouais, j'étais pas très bien. T'étais un peu malade les jours précédents. Ouais, tout à fait. Donc pas bien du tout et quelques jours j'étais pas sûr de participer encore. Donc c'était pas une semaine évidente, niveau stress. Mais avec beaucoup de repos, le soutien de mon staff et tout, on a trouvé la solution. Et voilà, le bonus c'est que j'ai gagné, mais je visais surtout le top 5 aujourd'hui. Et la course, tu l'as assez rapidement prise en main quand même. Vous êtes retrouvé assez tôt avec Louison Coiffet devant. Et finalement, ça a été une belle bataille à 2, presque à 3, avec Antoine Thiriat qui était jamais très loin. Ouais, c'est vrai, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de mettre mon rythme, en fait, de mener l'allure. Comme ça, j'étais vraiment... j'essayais de voir comment j'étais aujourd'hui, quoi. Donc, dès le début, je me suis dit, bon, je me mets devant, je fais mon petit rythme. C'était pas très rapide, donc je me suis fait vite doubler. Mais après, après avoir fait une première descente et une montée, j'étais un peu plus au clair sur ce que j'avais comme énergie disponible aujourd'hui. Donc, je me suis lancé dans la poursuite de Louison. Et puis on a assez coopéré pour avancer à nos rythmes. À quel moment tu as eu confiance en toi? Puisque visiblement tu t'avais pas spécialement confiance en toi au départ. À quel moment tu t'es dit ok, c'est peut-être pour moi quand même? Bah ouais, dès le Fornay, autour du 20 km, je me suis dit bon bah au moins j'irai au bout. J'étais déjà en tête de course, donc je me suis dit là c'est bon, je tiens le bon bout. Après voilà, je suis resté assez prudent. Pas de coup d'éclat plus que ça, et donc très content. Et puis j'avais envie de concourir aussi avec des athlètes de haut calibre. Donc j'ai été servi. Quel est ton moment fort? Est-ce que c'est l'aiguille perse où finalement tu prends le large c'est un grand mot, mais tu prends une belle avance sur Louison Coiffet dans l'ascension, qui est la dernière et qui est en altitude? J'ai pas senti vraiment de moment fort, j'étais pas au top du top, mais c'est vrai que Louison a eu un petit coup de mou, on disait peut-être l'altitude, donc c'est ce qui m'a permis de m'échapper un peu. Mais au-delà de ça, ouais, j'ai essayé d'être régulier surtout. Et puis ça m'a permis d'arriver au bout dans les temps que j'avais espéré. Ton objectif, cette année, c'est de regagner le titre de champion du monde? Ouais, d'essayer du moins, d'essayer de vivre ce rêve de la conquête du titre. Et puis qu'en France, ça m'attire beaucoup de réaliser une course là-bas. Donc, rejoindre encore le groupe équipe de France je suis presque accro à ça. Tu as passé une année un peu compliquée l'année dernière, ça y est, tout est effacé, ouais. On est passé dans le positif. Là. Ouais, ça va beaucoup mieux, là je suis beaucoup mieux entouré avec le groupe ASICS et je suis vraiment très content de cette collaboration. Bonne récup et bravo. Merci beaucoup.
Louison Coiffé n'a vraiment pas démérité et on a été nombreux à croire qu'il pouvait revenir et décrocher le titre de champion de France. Le vice-champion de France a passé la ligne moins de 2 minutes derrière Benjamin Roubiol. On s'est mis à l'ombre avec Louison pour un court débrief de cette course à suspense entre deux athlètes qui risquent de marquer durablement l'histoire du trail. On écoute Louison. Louison, vice-champion de France de trail. Quelle est ton émotion? Quelle a été ton émotion en passant la ligne d'arrivée? Satisfaction, petit soulagement parce que ça a été une grosse bataille et j'étais venu pour pas forcément aussi bien mais je suis très content. Bataille, c'est vraiment le mot. Avec Benjamin Roubiol, vous avez été comme tous les deux en dehors du reste de la course à batailler tout le long jusqu'au bout, et vraiment jusqu'au bout. On a pensé que ça pouvait se jouer entre vous deux. Ouais, alors au début ça a été Benjamin, c'est un bon copain et donc moi j'ai vu comme le scénario idéal en mode un peu comme en vélo quand deux se carapatent et vont s'entraider, et derrière on voyait que c'était peut-être un peu plus décousu. Bon, après j'avoue que j'ai pas suivi forcément ce qui s'est passé tout le temps derrière, et après une fois qu'il a pris un petit peu d'avance, on me parlait beaucoup des écarts avec lui, donc je me doutais que derrière c'était peut-être un peu plus loin. Bon, au final je pense qu'il y a des moments où j'ai eu un peu chaud aux fesses, mais ouais, on s'est vraiment fighté sur le dernier tiers, quoi, à distance, parce qu'on n'était plus trop en contact. Mais vous avez fait une partie de la course ensemble ou tout le temps avec un petit élastique? Non, on a vraiment couru à deux pendant 50 km quasiment. Okay. Vraiment à deux, 10 mètres d'écart selon les préférences de chacun ou le ravitaillement, mais ouais, non, c'était assez chouette. Et on discute quand c'est comme ça? Vous discutez ou ça se joue dans la tête et on essaie de pas trop un petit mélanger Bon, après, pour discuter avec Benjamin, déjà... C'est vrai, c'est pas le plus bavard. Non, on n'a pas fait des longues dissertations, mais ça se ressent en fait, c'est sympa. Enfin, voilà, le fait qu'on se retrouve là tous les deux, c'était... Ouais, il n'y a pas forcément besoin de parler pour sentir que c'est un chouette moment. Où ça se joue pour toi, le fait qu'il te décroche? Est-ce que c'est dans la fameuse aiguille de Perse, qui était peut-être potentiellement le point où tu aurais pu marquer des points? Ouais, dans le plan de course idéal, je voulais faire une grosse montée entre Bonneval et l'aiguille Perse. J'ai fait tout l'inverse. Ah bah, ouais. Donc c'est là où j'ai été le plus mal de la course, en tout cas. Et voilà, et là lui, alors je sais pas s'il a accéléré, mais je pense que c'est surtout moi qui ai ralenti. Et donc il m'a bien décroché, et au final c'est la dernière descente où ça a relancé un petit peu le suspense. C'est ça, puisque si on s'en tient au live trail, il y a eu un moment donné où vous étiez à 1 minute. Ouais, et on s'est tous dit, allez, il est possible qu'il le rattrape sur la ligne et que ça se finisse au sprint, quoi. On n'était pas loin. On aurait pu. T'aurais aimé ça? Ah oui. Au dernier championnat du monde, c'était en 2023. Benjamin Roubiol avait fait 2e du championnat de France, il avait gagné les mondiaux. Est-ce que tu penses? Le schéma est parfait. Le schéma est parfait, ça te va, toi? Je vais pas dire non. Le champion de France de trail 2023, Baptiste Chassagne, était au départ de ce championnat de France de trail long typé haute montagne. Lui qui répète souvent qu'il n'est pas un montagnard, même s'il vit en montagne désormais. Son objectif n'était pas de remporter cette course, mais de entre guillemets, simplement monter sur le podium pour être sélectionné pour les mondiaux de Canfranc. Durant l'intégralité de la course, Baptiste a chassé de l'arrière, laissant son passionné de père inquiet de ne pas voir son fils dans une bonne journée. Mais l'ultra-trailer, 2e de l'UTMB 2024, n'a rien lâché et il a récolté les fruits de sa patience et de sa gestion de course. Il n'a jamais mis les pieds dans le rouge et c'est dans le final qu'il a pu exprimer son expérience. Il a passé contre toute attente la ligne d'arrivée en 3e position. Il est monté sur la boîte et il s'est donc qualifié pour les mondiaux dans les Pyrénées. Baptiste Chassagne a exprimé sa satisfaction et sa fierté au micro de Distance Plus quelques minutes après avoir passé la ligne. Il y a de l'émotion. Baptiste, t'as pris un risque aujourd'hui. T'es pas venu pour être champion de France? Non, je suis venu pour me prouver des choses et je veux pas héroïser non plus, mais rendre fier, tu vois, le petit gars que j'étais, qui vient de la ville et qui aujourd'hui s'épanouit à la montagne. Pendant toute la course, je pensais, je suis pas né à la montagne, je suis pas fait pour performer sur ce genre de parcours, mais j'ai choisi de vivre ici et je trouve que c'est encore plus fort. Et du coup, j'ai couru cette course comme un hommage à ça, pour me prouver que ce terrain dans lequel j'habite aujourd'hui m'a laissé une empreinte, il me façonne
Et il fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et je suis hyper fier. Puis il y avait aussi forcément le maillot de l'équipe de France, dans un coin de ma tête, qui était la cerise sur le gâteau. Et Retourner aux mondiaux. Business unfinished. J'avais fait, je pense que quand on avait échangé après les mondiaux, il y a 2 ans, j'avais quelque chose de grand dans les jambes, mais je manquais d'expérience. Et du coup, j'ai envie de deuxième chance pour honorer encore plus ce maillot et les valeurs qu'il y a derrière. Enfin, représenter son pays, c'est exceptionnel. Vivre l'aventure collective avec tout le groupe France, c'est exceptionnel. Et voilà. J'espère que tu seras. Bien sûr. J'espère que moi aussi, j'y serai déjà. La peau de l'ours avant d'avoir tué. Voilà. Aujourd'hui, l'expérience, ça t'a servi parce que tu as pratiquement tout le temps été derrière. Tu n'étais pas sur le podium, en fait, tu finis sur le podium, mais toute la course, tu n'y es pas. Non, c'est là où je suis hyper content, c'est que j'ai couru comme un ultra-trailer. Enfin, sur la ligne de départ, clairement, je n'étais pas le plus rapide, on va dire. Moi, je m'entraîne pour performer sur des formats... Cette année, je me suis entraîné pour le championnat de France, mais je me destine à des formats beaucoup plus longs. Et ce que j'ai appris en ultra trail, c'est qu'il ne faut jamais aller dans le rouge. Il faut courir zone orange, avec une nuance de orange. Parfois, c'est orange foncé, et la plupart du temps, orange clair. Mais il ne faut jamais aller dans le rouge, parce que sinon, tu n'en reviens pas. Et j'ai passé 2 semaines ici, j'ai reporté le parcours beaucoup. Et en fait, je me suis dit, je vais courir comme un ultra. Avec l'altitude, si tu es dans la zone rouge, et la rudesse du terrain, tu ne vas jamais en revenir. Donc j'ai couru orange, parcours orange foncé. Et en fait, à la fin, la dernière distance, je pouvais dérouler parce que j'étais encore en orange. Et je suis trop content d'avoir donné une stratégie et de m'y être tenu. Même quand ça a tangué, même quand j'ai des moments moins bien, même quand j'étais 6-7e et ça revenait derrière. Et que ça se concrétise comme ça, c'est un énorme apprentissage et c'est une énorme valorisation du travail de moi, mais aussi de tout mon staff, toutes les personnes qui m'entourent. Et moi, j'ai une chance exceptionnelle. Et les mondiaux aussi, c'est ça que c'était la carotte. Ça fait 6 ans que je me prépare pour l'UTMB et que j'ai un pic de forme fin août. Et là, avec un pic de forme fin septembre, je vais pouvoir partir en vacances avec mes parents, avec ma famille. Et ça, c'est comme porter le maillot du pays. Bravo Baptiste. Merci beaucoup. J'aimerais en profiter pour vous inviter à aller suivre le blog de Baptiste Chassagne sur le site web de notre partenaire Miles République, qui est un agenda de course mis à jour en permanence et une plateforme d'inscription. Baptiste y raconte toute sa saison avec transparence et authenticité, mais surtout avec ses mots qu'il aime faire danser pour raconter sa carrière. Ça s'appelle L'envers du dossard. Direction le site web milesrepublique.com. Attention, c'est un C à République. Et vous cliquez sur l'onglet Mag comme magazine. Robin Juillaguet et Mathieu Delpoche ont terminé à la 4e et à la 5e place. Les 5 premiers du championnat de France de trail long se tiennent en moins de 16 minutes. La course a été tout aussi fascinante chez les dames. Anne-Lise Rousset, qui est une athlète ambassadrice de Val d'Isère et qui était en forme après sa victoire à la Transvulcania au printemps, partait grande favorite dans son jardin. Sa principale concurrente pour la plupart des observateurs au départ en tout cas, c'était l'américaine Hilary Girardi, qui a obtenu la nationalité française il y a 2 ans déjà. Écoutez ce qu'elle avait confié quelques semaines avant à Distance Plus. Ça fait 15 ans déjà que j'habite en France et ça fait partie de l'intégration dans le pays. Pour moi, c'est aussi hyper important de participer à la vie démocratique et sans la nationalité, je ne pouvais pas voter et donc il y avait une vraie manque pour moi à ce niveau. Donc ça, c'était super important. Et ensuite, j'ai un projet cette année qui est de faire le championnat de France de trail en tant que Française pour la première fois et essayer de être sélectionnée pour les mondiaux et porter les couleurs de mon pays. En plus, quand j'ai regardé les parcours des France cette année et aussi les mondiaux, ça m'a vraiment donné envie. Le côté technique, d'autant plus attiré. Oui, les gens qui me connaissent savent que j'ai un background de skyrunning, des courses techniques. Le Mont Blanc aussi c'est technique. Donc moi j'aime quand ça monte raide, ça descend raide, ça saute de caillou en caillou. Donc j'espère qu'on aura un peu de ça. Et tu vas tenter la qualification sur le trail long. Exactement. Faire des courses longues, ça veut dire qu'on peut s'entraîner en faisant des journées longues en montagne et ça m'a manqué un peu ces dernières années.
Comme prévu, c'est Anne-Lise Rousset qui a rapidement pris les devants de ce 72 km pour 5000 mètres de dénivelé positif et qui a mené les 3/4 de la course avant de s'arrêter net dans l'ascension de l'Aiguille Perse. Il semblerait qu'elle ait été victime d'un mal des montagnes après avoir souffert de maux de ventre. Peut-être qu'elle était également un peu déshydratée. Toujours est-il qu'elle s'est arrêtée là, ce qui a bien évidemment relancé la course à la médaille d'or. Et c'est Hilary Girardi qui a su tirer son épingle du jeu et qui est devenue championne de France en faisant une meilleure descente que ses poursuivantes Jennifer Lemoine et Anne-Cécile Thévenot. Hilary était très émue à l'arrivée. Écoutez son interview à chaud. Hilary, ça fait quoi d'être championne de France ? Je vais mettre du temps à le réaliser, je crois, parce que j'y rêvais même pas. Donc vraiment, l'objectif c'était d'essayer d'être sélectionnée en équipe et d'être championne. C'est même en descendant, quand je croyais que Jennifer allait me rattraper, j'étais un peu, j'y crois pas. Et puis championne, ça serait incroyable aussi si elle me rattrape. Donc, dans ta tête, ça a été ça pendant longtemps. Au tout de la dernière descente, moi. Ouais. Et même quand j'étais derrière Anne-Lise, j'y croyais pas que je pourrais être vice-championne. Donc vraiment, ça dépasse les rêves. Quand tu prends le départ ce matin, c'est vraiment juste pour porter pour la première fois de ta vie le maillot de l'équipe de France. Toi qui est qui est citoyenne française en plus d'être citoyenne américaine depuis 2 ans maintenant. Oui, c'était ça l'objectif. Après, l'objectif c'était aussi de arriver à m'exprimer, à mettre en œuvre tout le travail que j'ai fait jusqu'à là, parce que c'est une course que je vise depuis toute l'année et donc de pouvoir vraiment faire la stratégie de course, utiliser toutes ces compétences sur lesquelles je travaille depuis longtemps, c'était ça. Je voulais arriver à la ligne en disant j'aurais pas pu faire mieux. Et ça, c'est sûr. Tu n'aurais pas pu faire mieux. Non, c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé de ce parcours ? C'est trop beau. C'est juste, le paysage est magnifique. C'est quand même un parcours, je dirais, qui est très complet parce que c'est très montagneux, mais il y a les 25 bornes au milieu qui sont très roulants, très rapides. On va descendre dans la vallée de la Maurienne. Oui, exactement, les balcons et descente à Bonneval. Donc là, j'ai vraiment souffert. Mais en même temps, les vues sont tellement belles et je voyais des trucs que j'avais déjà skié, donc ça c'était cool. Et après, c'est juste, c'est un endroit magnifique. J'étais contente que j'étais venue il y a 1 mois pour la réco parce que ça m'a permis de faire une bonne partie de parcours et prendre le temps de regarder les paysages aussi, parce qu'aujourd'hui j'étais plutôt focus, mais quand même j'ai vu plein de fleurs de montagne que j'adore tant, des gypaètes barbues, des paysages incroyables. Donc tu as fait une belle balade toi aujourd'hui. Tout le monde a fait une belle balade, mais oui, je suis tellement ravie. Bon, la prochaine étape, c'est le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Est-ce que ça te fait quelque chose déjà là de t'imaginer avec le maillot de la France? Je me permettais pas vraiment me projeter parce que il fallait faire ça d'abord. Donc même si je rêvais de ça en septembre, tout était en suspens jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est fait maintenant. Tu peux y penser. Maintenant je peux y penser. Bravo. Merci beaucoup. Jennifer Lemoine, entraînée par notre camarade Sabine Erström, ne semblait pas réaliser, elle non plus, qu'elle était sur le podium des France. Jennifer, vice-championne de France, est-ce que c'était un de tes objectifs d'être sur la boîte aujourd'hui ? Oui, au début oui, après vu les 4 semaines qui ont passé, c'était moins un objectif, mais je pensais plus faire un top 5 que faire 2e, donc je suis vraiment satisfaite. Est-ce que tu as eu de la difficulté, tu as eu des petits problèmes En fait, il y a 4 semaines, j'ai eu une douleur au genou, donc j'étais pas sûre de prendre le départ du France de Trail long, j'hésitais à prendre le départ du court. Et il y avait beaucoup d'incertitudes et ça fait de la gestion, ça rassure jamais énormément quand on a ce genre de choses qui arrivent à 1 mois d'une échéance. Donc je pense qu'on a bien géré la charge avec mon entraîneur et je suis contente vraiment du résultat. L'objectif, surtout pour toi, c'était de porter le maillot de l'équipe de France ? Ouais, c'était la qualif.
Anne-Cécile Thévenot, valeur sûre du trail français, a décroché la médaille de bronze devant Agathe Bess et Sarah Vieuil. Les 5 premières se tiennent en moins de 22 minutes. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. 7h30, dimanche 13 juillet, le coup de feu lance les fauves sur le championnat de France de trail court. Entre guillemets court, car il s'agissait d'une épreuve de 32 km et 2600 mètres de D+, comme la veille très exigeante, car toute la course se déroule entre 1800 et 3000 mètres d'altitude. Une semaine plus tôt, Fred Tranchant avait remporté la course verticale du championnat de France de course en montagne, en soulignant que son objectif c'était d'être performant sur le trail court, surtout pour disputer les mondiaux en septembre. En mission, il s'est envolé dans le kilomètre vertical placé en tout début de course et plus personne ne l'a revu, pas même Sylvain Cachard, pourtant dans un grand jour. Fred Tranchant a vraiment impressionné tout le monde de bout en bout. Jamais il n'a semblé faiblir. Même les coureurs chargés de filmer la course n'arrivaient pas à le suivre. Sur la ligne d'arrivée, son dauphin l'a félicité en lui disant qu'il était, je cite, strato et injouable. Sylvain Cachard a ceci dit limité les dégâts en passant la ligne 4 minutes 22 secondes derrière le désormais double champion de France. Écoutez l'interview à chaud de Fred Tranchant, heureux, assis sur une chaise en attendant le médaillé de bronze, le jeune et prometteur Thomas Butez, arrivé près de 12 minutes après lui. Fred, champion de France, qu'est-ce que tu nous as fait comme course là? On n'a pas réussi à te suivre en fait. Pour vrai. Ouais. Ouais, je suis bien content. C'était pas prévu comme ça, mais. Ah, t'étais en mission quand même. Ouais, non, c'est sûr que je voulais jouer. Hein. Enfin, en fait, l'idée c'était d'être bien dans la première montée, mais pas tout donner quoi. Et après attaquer plutôt dans la deuxième montée. Bah, je pense un peu comme tout le monde. Mais bon, je me suis retrouvé devant assez vite. Et du coup, j'ai fait à mon rythme. Franchement, je suis resté, je pense, en dessous de la limite, en dessous du rouge, on va dire. Donc j'étais bien quoi. Et voilà. Après, je savais que, je me suis dit aussi les gens qui ont des bâtons et tout, ils s'économisent peut-être. Donc ils seront peut-être meilleurs dans la deuxième montée. Donc je voulais pas non plus les attendre quoi. Je voulais faire ma course, pas prendre de risques. Et voilà, j'ai rien lâché jusqu'au bout. J'étais surtout concentré sur moi, donc forcément il y a des douleurs qui arrivent ici et là, donc on sait jamais si ça va aller jusqu'au bout, mais voilà, donc j'ai rien lâché. Ah, bien arrivé. Monsieur Thomas Butez. Les couleurs du Guillermo Merlin de Corral. Mais juste derrière, puisque c'était serré, ça avait été dernier très serré. Le quatrième pour l'arrivée juste derrière. Johan Fauchard, qui a dit aussi que cette course qu'on va prendre. Et en tout cas, Rachid, meilleur point, un beau bonheur. Maintenant que les arrivées sont terminées, Sylvain, t'as dit sur la ligne, t'as été strato. Est-ce que toi, tu t'es senti strato? Est-ce que t'as senti que tu viens de faire la plus belle perte de ta vie? Ouais, je me rends pas trop compte, hein, mais c'est sûr que j'étais bien, quoi. Et ouais, je suis vraiment content aussi comment ça s'est passé. C'est-à-dire, je sentais que j'étais dans la première montée, j'étais, comme je disais, j'étais pas dans le rouge, mais je pense que j'étais pas loin, quoi. J'étais vraiment bien. Tu as mis 11 minutes de moins que le meilleur hier sur cette montée. Ouais, après hier, il partait sur un peu plus longtemps quand même. Mais voilà, la descente, je l'ai fait bien, mais sans forcer, quoi. La deuxième montée, j'ai essayé de relancer, je sentais que c'était dur, mais bon, je pense que c'était dur pour tout le monde. Et après la dernière descente, voilà, je marchais un peu sur les os quand même, parce que j'ai fait un peu des ampoules au talon, je pense, parce que j'avais les pieds mouillés. Après avoir traversé Condrier. Et puis un peu des crampes aux adducteurs. Donc voilà, je faisais vraiment gaffe. Mais bon, je suis quand même arrivé à bien descendre. Donc voilà, je pense que c'était une course vraiment complète, bien réalisée. Donc moi, je suis très satisfait. Et après, la forme a l'air d'être vraiment bonne. Donc après un bon mois à Tignes, là, j'étais surtout avec Loïc Robert, puis après avec Damien Imbert ici. Franchement, on a été super sérieux tous les jours, on couchait à 10h et tout, donc voilà, c'est mérité. Voilà. Ton objectif ce matin, c'était quoi, ou tes objectifs, c'était quoi quand t'es parti? Ouais, honnêtement, donc je pensais perdre tout le début, je me suis dit assurer vraiment être dans le coup, quoi, c'est-à-dire dans les 3 à 4 pour assurer ma qualif. C'était vraiment l'objectif, c'était la qualif, la sélection en équipe de France pour les mondiaux. Et voilà, c'est ça. Et après, je me suis dit, si tout se passe bien dans la deuxième montée, je peux jouer pour aller chercher le titre. C'était plus dans cette idée-là, quoi. Le titre, c'est secondaire. Mais c'est la belle cerise sur le gâteau. Oui, voilà, ouais, carrément. Ouais. Mais une fois que j'étais devant, bien sûr, l'objectif il était clair. Bravo Fred. Et on n'oublie pas que tu as gagné également la course verticale de la course montagne. Donc tu es double champion de France en course en montagne et en trail. Chapeau. Merci. Ouais. C'était vraiment
J'ai aussi pris le temps de m'entretenir à chaud avec Sylvain Cachard qui a enfin retrouvé les sensations qu'il apprécie tant en compétition. Vous allez l'entendre, être vice-champion de France de trail, lui qui aspirait sans doute légitimement à la victoire, n'a pas du tout entamé sa bonne humeur, bien au contraire. Sylvain, grosse course ? Ouais, grosse course dans tous les sens du terme, hein. Il y avait un sacré niveau, grosse course c'est long, grosse course ça fait mal, donc non franchement c'était une sacrée grosse course, ouais. T'avais l'air d'être super content, même entre guillemets, même si tu finis vice-champion de France. Ouais, franchement moi je suis content à partir du moment où je me donne à 100% quoi, tu vois, et que je gère bien ma course. Donc c'est vrai que le début de saison, j'ai fait un très bon hiver, tu vois, avec les France de cross, avec le 10 km de Lille. J'ai eu un peu plus de mal à la transition en trail cette année, donc on va dire que je suis arrivé à la prépa France pour le premier objectif que j'ai coché, là c'est France de trail, pas avec un maximum de confiance. Donc voilà, après ça joue un peu à l'expérience, hein, de pas d'avoir quand même confiance dans le process, d'être bien entouré de ses proches, etc. Et au final, j'ai vraiment réussi à monter progressivement en forme, avec mon coach Nico Martin, mon prépa physique de Capréhension Gauthier, mon kiné Simon, je suis méga bien entouré. C'est incroyable de bosser avec eux, donc voilà, on a fait une super belle prépa. Et puis au final, voilà, je sors une course, en tout cas avec la forme du jour, qui est, j'ai du mal à trouver des points que je peux améliorer, quoi. Fred était tout simplement sur une course de référence. Ouais, honnêtement, c'est une course de référence avec la forme que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, bien sûr que j'ai envie d'être devant, c'est indéniable, hein, je suis un compétiteur. Mais en tout cas, moi, avec la forme que j'ai aujourd'hui, avec les jambes que j'avais aujourd'hui, et j'ai du mal à voir où c'est que je peux grappiller des minutes, quoi. Donc Fred était, je sais pas, on m'a dit 4-5 minutes devant, c'était une autre planète aujourd'hui, et vraiment je peux être que content pour lui, en fait, hein. Le sport de haut niveau, c'est avant tout du fair play, puis reconnaître quand les gens sont plus forts, hein. D'ailleurs, vous êtes toi aussi en dessous des temps qui étaient prévus, hein, donc tu fais une course toi aussi extrêmement costaude, et tu lui as dit, premier truc que tu lui as dit, c'était tes stratos, parce qu'effectivement il était injouable en fait. Ouais, franchement je pense que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec le sport, quand tu passes les années juniors où t'es un peu égocentrique à nombril et tu veux toujours être devant. Après tu te rends compte en fait que c'est que du sport, en fait, on est juste là parce qu'on aime s'ouvrir en deux, et puis c'est des excuses pour avoir un mode de vie qui est incroyable. Tous les jours on fait ce qu'on aime, même si c'est dur. Et puis voilà, être capable d'avoir un corps avoir un corps qui nous permet de se donner à 100% sur 3h15. Finalement, il est à 5 minutes devant, je peux que lui tirer mon chapeau. Puis voilà, un clin d'œil aussi avec la bringue, un copain qui était en stage avec moi, il m'a dit tu feras 3h12. Enfin, je fais 3h11-20, il est fort quand même. Et le maillot de la France que tu vas reporter, c'est quasiment certain. Ouais, on peut pas se prononcer, hein. Non, c'était le premier. Mais c'est du politiquement correct, on sait qu'il sera au mondiaux. Voilà, en tout cas, si je suis, moi, vraiment, c'est avec grand plaisir, hein. Depuis 2022, j'ai pas remis le maillot de l'équipe de France, hein, chaque fois sur blessure. 2023, je voulais y aller en trail, je me suis blessé pendant la prépa aux France de trail, enfin un peu tout l'hiver. Et les France de trail, j'ai très mal géré, donc c'était un peu un mélange de blessures et de mauvaise gestion de cours, donc j'ai pas été sélectionné. 2024, fracture de fatigue. Voilà, revenir en 2025. Voilà, ça viendrait au conditionnel récompenser un sacré boulot de l'ombre. Bravo. Merci beaucoup. Johan Bojard et Pierre Galbourdin ont terminé 4e et 5e. La course féminine a, elle aussi, été âprement disputée. Beaucoup attendaient Lucille Germain, qui brille en skyrunning depuis le début de l'année. Mais c'est la championne de France de cross 2023, Cécile Jarousseau, de Font-Romeu, qui a levé les bras au ciel. La première, c'est une première pour elle, cette longue distance de 32 km en compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a adoré ça. Écoutez l'interview vitaminée de Cécile Jarousseau, qu'il faut s'attendre à voir de plus en plus en trail dans les mois et les années à venir. Cécile, tu as l'air heureuse et tu as l'air d'avoir kiffé cette première longue course pour toi. Ouais, vous avez exactement les mots, je rajouterai rien en fait. J'ai trop aimé, parce que j'ai l'impression d'avoir plus mal aux zygomatiques qu'autre chose. Non, c'est pas vrai, j'ai très mal aux jambes. Mais ouais, c'était du pur kiff, vraiment. Jouer un peu avec les gars, battre avec le terrain, s'adapter aussi, s'affouler dans les descentes. Là, la petite dernière descente avec les petits virages, ça m'a même fait penser un peu au cross que je fais à l'hiver. Et... Championne de France de cross l'année dernière. Oui, 2024, ouais. Non, 2020. T'as été championne de France de cross, voilà. 2024, 2024. Oui, il y a, voilà, puis
J'ai quelques expériences sur piste là aussi pour 15 ans. Et sur course de montagne aussi. Et alors, qu'est-ce que tu viens faire dans le trail? Et le trail, alors on dit que c'est une épreuve courte, mais c'est quand même long, surtout pour toi. Bah pour moi, oui. Les gens, ils oublient souvent que à la base, j'ai fait 15 ans de 1500 mètres, quoi. Ça n'a rien à voir. Et oui, et puis après, j'ai toujours eu un pied dans la montagne de par mes parents qui m'y emmenaient l'été. J'ai été à des gardes de refuge. J'ai toujours adoré ça. Donc en fait, c'était une suite logique. Et j'aurais fini à y aller parce que je sentais que si je m'embarquais là-dedans, je risquais de m'y perdre. Dans le sens où j'aurais du mal à retourner à la piste après. Ça. Donc là, je pense que la bascule est faite. La bascule est faite. Donc maintenant, on va voir Cécile Jarousseau très souvent dans les hauteurs du trail. Vu le kiff que j'ai eu, je pense que je suis pas prête de terminer. C'est quoi quand tu dis le kiff, qu'est-ce qui a été le plus jouissif? C'est une sorte de liberté. De liberté quand tu sens que ton corps y répond, quand tu sens que les appuis sont solides, quand tu sens que, je sais pas, en descente, ça change de rythme, tu t'amuses un peu sur les bosses, les descentes. C'est à la fois de la souffrance, parce que oui, forcément, tu souffres pendant 4 heures. Mais il y a aussi énormément cette liberté de pouvoir utiliser notre corps, quoi. On a de la chance de pas pouvoir... d'avoir un corps qui fonctionne bien, qui va vite même, autant en profiter, quoi. Je me dis, je suis née avec ça, voilà. Et tu es une adepte du maillot de l'équipe de France que tu as porté plusieurs fois déjà, et ça va être de nouveau le cas, très 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 probablement. J'imagine, ouais, à voir avec ça. Cécile Jarousseau a décroché le titre avec 6 minutes d'avance sur Lucie Germain. Émilie Menuet a remporté la médaille de bronze. Olivia Magnone et Perrine Abadi ont terminé 4e et 5e. Entre les arrivées et la cérémonie des podiums, j'ai lancé une discussion débrief devant le club des sports de Val d'Isère avec le membre de la bande AD+, Thomas Lord-Blanchet, le pilier de l'équipe de France, Manu Messa, et Fred Bousseau, qui venait tout juste de rendre l'antenne, mode talk show activé sous le grand soleil avant les orages. Alors on est avec Manu Messa, Fred Bousseau et Tom Lord-Blanchet. Court débrief de ces championnats de France de trail avec vous, messieurs. On commence avec toi, Thomas. Comment t'as trouvé ça? Toi, t'es pas un grand fan à la base des courses de fédération. Là, c'est quoi ton jugement? Non, alors on peut pas résumer ça comme ça. L'idée générale, c'est surtout que, en fait, je suis pas un grand fan quand le contexte fait que. Voilà, le championnat de France s'inclut pas vraiment dans la saison et dans une stratégie générale. Là, c'était complètement le cas. Le format proposé était complètement collé au format des championnats du monde, avec, pour une fois, pas beaucoup de gens déjà présélectionnés. C'est ça qui me dérange le plus dans les sélections équipe de France. Là, on avait que Thomas et Clémentine qui étaient plus ou moins déjà présélectionnés. Là, donc, du coup, ça donnait une bataille très ouverte avec des gens qui sont au départ avec des ambitions d'équipe de France. Donc, ça, pour le coup, ça donnait vraiment un week-end super ambitieux pour tout le monde. Et puis, le parcours a été complètement collé à ce qu'on va trouver fin septembre, avec quelque chose de très montagneux, très cassant, avec des formats où il n'y a jamais eu un championnat de France de long aussi long. Donc devant, on retrouve Benjamin et Louison qui aujourd'hui sont vraiment des gens qui peuvent prétendre à faire 1 et 2 au monde. Donc du coup, ça a été très très une bataille de haute volée toute la journée. Et puis sur le cours, on reviendra tout doucement, mais c'est vrai que c'est un format un peu type skyrunning, donc on retrouve sur les avant-postes des gens qui ont l'habitude de ces formats-là. Fred tranchant avec un état de forme aujourd'hui qui est peut-être le meilleur de sa carrière depuis peut-être qu'il a fait son Cirzinal avec son temps Stratos. Donc là aujourd'hui, Cécile Jarousseau tire son épingle du jeu sur un profil qui est complètement aux antipodes de ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc je trouve que ça a été vraiment un week-end de toute surprise. Ouais. Et avec des start lists, pardon pour l'anglais, phénoménal sur les 4 courses. Enfin, quand je dis les 4 courses, hommes, femmes, court, long. Ouais, un petit bémol sur le trail long filles, mais c'est sûr que sur les autres épreuves, oui, ça a été vraiment une densité comme on avait rarement vu. Alors si peut-être que sur le trail court, on avait vu ça sur le trail de la Cité de Pierre, où il y avait vraiment aussi une belle densité. Là, il manquait quelques prétendants, mais globalement le niveau était vraiment là, les performances étaient vraiment là, et surtout ce qui est très important, c'est que tous ceux qui étaient au départ avaient de l'ambition, parce que les places étaient ouvertes pour la sélection équipe de France. Donc
Donc voilà, ça a donné des gens au départ ambitieux et une course avec du fight tout le long. Manu, t'as combien de championnats de France, tout confondu au total à ton actif? Auquel j'ai participé. Non, ma question est mal posée. Ouais. Combien de fois t'es champion de France dans ta vie? Alors 2 fois en montagne, 2 fois en trail, 1 fois en KV, et puis en cross aussi. Et maintenant, tu prends les catégories. Et puis maintenant les catégories, même si les catégories ça reste secondaire malgré tout, parce que j'aime encore boxer devant. Ma forme souvent me permet encore d'aller matcher devant, donc je vais pas cacher que faire 10e et être champion de France Master, bon, ça m'intéresse pas encore non plus pour l'instant, mais voilà, maintenant je garde le plaisir de la compète. Qu'est-ce que tu faisais là aujourd'hui, ce week-end? Aujourd'hui j'étais avec TomTom, là on était un peu là pour l'encadrement à ASICS et notamment donc des quelques athlètes qu'on avait, et voilà, pour faire les ravitaillements, l'assistance, et les aider dans notre démarche, dans tout ce qui est l'approche logistique aussi, et voilà, et les encourager quand même sur le parcours, parce qu'ils en avaient quand même besoin. Benjamin Roubiol me le disait hier, l'équipe ASICS, l'encadrement qu'il a eu lui a fait beaucoup de bien, parce que il sortait de quelques jours, voire quelques semaines très très difficiles. Il m'a dit que visiblement il a même pensé ne pas prendre le départ à un moment donné, et l'encadrement a fait une différence à un moment donné pour qu'il soit prêt au départ. Oui, alors ça c'est j'ai été membre de plusieurs teams, et ça je pense c'est ce qui fait aussi la force de notre team. Alors je dis pas qu'il y en a pas d'autres qui ont un peu le même fonctionnement, mais on a quand même souvent un encadrement, au moins sur les courses principales, les courses les plus importantes de la saison pour les athlètes. Voilà, nous on est venus à disposition des athlètes avec TomTom, et voilà, et donc je pense que c'est vraiment un soutien pour eux, ça leur enlève une certaine pression, et puis voilà, on a aussi des jeunes, donc ils ont besoin encore d'avoir quelques conseils. Voilà, on surveille un peu leurs ravitaux quand ils nous les donnent la veille. On commence à surveiller un peu ce qu'ils ont en alimentation pour être sûr qu'ils soient pas en manque. Voilà, on a toujours 2-3 choses en plus dans notre sac s'il y a besoin. Donc voilà, donc c'est important d'être accompagné, et voilà, et pas juste se dire le mec il est bon et il va perfer en fait. Et voilà, c'est pas ça. Il y a aussi un entourage qui est très important dans l'accompagnement. Toi donc qui as une grosse expérience sur tout ce qui est championnat, comment t'as trouvé ça ici ce week-end? Écoute, on s'est régalé vraiment. Le parcours, le site, et c'est magnifique quand même, Val d'Isère. C'est qu'il y a vraiment, on a eu en plus une météo qui s'est quand même très bien accordée. C'est vrai que ça aurait pu être moins sympa le week-end dernier. Il faisait un peu plus froid, mais non, super parcours. Grosso modo, je pense qu'il n'y a pas eu de couac dans l'organisation. En tout cas, on l'a pas vu. Ça a bien roulé, et voilà, on a pris beaucoup de plaisir. On a eu des super belles courses, comme l'a dit TomTom. Ça a été quand même très accroché, que ce soit sur le long, que ce soit aujourd'hui, même si on a eu un Fred en effet qui a survolé, mais derrière, deuxième, la troisième place pendant longtemps, ça a été indécis. Après, c'est vrai que Sylvain, pour le coup, a fait la différence. Voilà, chez les filles, on a vu aussi, il y a quand même un beau niveau, et vraiment, on a kiffé suivre aussi, passer de l'autre côté de la barrière, puisqu'on est souvent athlète, mais ouais, c'était très sympa. Mais justement, c'est quelque chose que t'aimes bien, ça, d'être à côté. Ça te frustre pas, toi qui aimes bien les départs, la nervosité des compètes? Non, parce que je suis quand même dans mon élément. Puis c'est aussi l'occasion. Là, je courais pas de partager un peu plus, de retrouver des gens j'ai retrouvé les vieilles gloires, les Thierry Breuil et compagnie. Ça me fait plaisir de les revoir parce qu'on se voit pas souvent. Passé le week-end avec une vieille gloire. On a passé une vieille gloire. En effet, je l'ai emmené faire un petit footing roulant là hier. Il a super apprécié. Moi j'aime bien être là, et puis je suis pas frustré parce que la semaine prochaine c'est moi qui irai au charbon. Donc voilà, donc des fois on l'est un peu plus quand on est vraiment blessé ou qu'on peut plus courir temporairement, mais voilà, là je mettrai ça au catalogue la semaine prochaine là, avec la dernière manche de sélection pour les mondiaux, justement sur la verticale. Donc on n'aura aucune frustration vraiment d'être là en spectateur. Bon, il y aura le maillot sur les épaules encore, hein. Au moins une dernière fois. On sait pas, mais bon, 45 ans, ça pousse derrière. Ouais, mais Innsbruck, c'était il y a 2 ans, et t'étais devant, t'étais dans les 15 premiers à chaque fois. Oui, c'est pas faux. C'était il y a 2 ans, c'était pas si vieux que ça non plus. Donc voilà, donc là j'y vais avec l'ambition de bagarrer devant, de toute façon, et puis si ça passe, ça passe. Après, c'est vrai que je relativise maintenant aussi beaucoup. Si ça passe pas, ça passe pas. Voilà, pour moi, c'est du bonus maintenant, et voilà, ça me fait marrer encore d'aller m'éclater avec des plus jeunes que moi.
Fred Bousseau, toi, tu as vécu les championnats de France en long, en large et en travers. Tu étais tout là-haut, dans le studio. Tu as tout commenté. Tu dois être crevé, mais comment tu résumerais ces 2 jours ? 15 heures de live déjà, 4 heures du matin hier, 6 heures ce matin, donc c'est déjà ça. Non, je résume, Thomas a résumé le côté sportif, Manu a résumé aussi une autre partie. Moi je le prends peut-être plus au global, c'est vrai que j'ai vécu je pense tous les championnats de France de trail. Pas tous de course en montagne. Là maintenant c'est réunifié. Ici c'était réunifié à l'image de ce qui se passe au niveau mondial, donc ça c'est bien. À l'unanimité, on peut dire, alors que Ingrid Jacquemot, la directrice du club des sports, passe à côté de nous pour aller chercher d'ailleurs un champion olympique. Donc on n'est pas non plus n'importe où ici. Son nom est marqué juste derrière nous, Clément Noël, champion olympique. Et elle-même a été championne. Elle a remporté une Coupe du Monde de ski alpin. Elle a gagné une Coupe du Monde de descente en 2005, il y a 20 ans. Et d'une façon globale, c'est des championnats complètement réussis. Thomas le disait, les parcours étaient complètement adaptés à la discipline et aux enjeux de sélection. Les coureurs qui jugeaient le parcours peut-être trop dur du fait de l'altitude sont pas venus. On a eu les meilleurs au départ, chez les hommes, chez les femmes. Une organisation qui est ultra rodée. Ici, à Val d'Isère, on voit, c'est un club des sports très puissant qui existe depuis 65 ans, qui sait faire les choses. Ce qu'on dit toujours quand on habite un peu en montagne, quand tu t'organises des Coupes du Monde de ski, des Coupes du Monde de ski alpinisme, des Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques ici en 92. Forcément organiser l'été, il y a 2 contraintes en moins, le froid et la neige. Et je peux vous dire, quand vous les enlevez, finalement se balader en t-shirt ici, même avec un petit coupe-vent si jamais il pleut, c'est beaucoup plus facile que quand il fait moins 30 et qu'il tombe 1 mètre de neige en l'espace de 24 heures. Donc des championnats réussis, une ambiance hyper positive pendant toute la semaine, sur tout le village de Val d'Isère, sur toute l'aire d'arrivée ici où on est, au pied de la face de Bellevarde. On sentait vraiment une énergie positive qui a été poussée dès la semaine dernière avec un parcours des championnats de France de course en montagne qui était juste magnifique, qui a plu à tout le monde. Et puis aujourd'hui, je pense que les coureurs ont vécu une expérience montagne extraordinaire avec des paysages incroyables, les bouquetins qu'attendaient les coureurs au col de Picherue, donc c'est quand même assez rare. Et puis on a vécu des beaux champions, des beaux championnats, une bonne ambiance. Tout se passe de façon très fluide. Les gens circulent à pied, se retrouvent au café. Ouais, puis au niveau du suivi, pour les gens qui sont venus observer ou pour les staffs, etc., c'est génial parce que en fait il y avait plein de points de contrôle, même si aujourd'hui sur le trail court, ça allait tellement vite que c'était assez difficile d'aller partout, mais quand même. Oui, il y avait plein de contrôles et puis aussi on peut circuler à vélo, on peut circuler en bus, on peut circuler en remontée mécanique qui sont toutes gratuites. Il suffit de se pointer à la remontée, prendre la remontée, monter, voir les coureurs au lac de Louillette, monter à la face de Bellevarde. Tout était hyper facile. Donc moi j'ai commenté le live, j'ai reçu le maire, Ingrid Jacquemot et puis aussi le directeur de l'office de tourisme et tout. Et aujourd'hui clairement et le président de la FFA, Jean Gracia. Et aujourd'hui clairement je les ai un peu piqués dans le vif, mais aujourd'hui, il faut qu'ils postulent pour mettre une candidature à l'organisation de championnats du monde. Ici, c'est évident que quand on organise des championnats du monde de ski l'hiver, on peut aussi postuler et être légitime, puisque Val d'Isère aujourd'hui, c'est une station connue, mais c'est aussi une marque dans le monde entier, comme Vail aux États-Unis, comme Kitzbühel, comme d'autres stations Verbier ou d'autres stations suisses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était presque une répétition dont on espère pourquoi pas un jour des championnats du monde. Il y a un nom qu'on n'a pas cité ici, c'est Hilary Gérardi, un peu la surprise du chef de ces championnats du monde. On attendait beaucoup Anne-Lise Rousset, elle était sur son terrain, on attendait à ce qu'elle gagne. Elle a été stoppée par le mal des montagnes et l'altitude et peut-être un peu de déshydratation. Et c'est une franco-américaine depuis 2 ans qui l'emporte. Elle avait un cœur gros comme ça, elle avait très très envie de porter les couleurs de l'équipe de France. J'aimerais avoir votre avis sur cette championne de France. C'est vrai que c'est on va dire un profil atypique. On la voit assez peu finalement dans l'environnement et dans les épreuves de trail traditionnelles qu'on pourrait avoir du Templier. Elle est très ciblée, très focus montagne. Donc c'est un parcours qui lui convenait aux petits oignons. Donc c'est évident quand on a vu que les écarts avec Anne-Lise finalement se grandissaient pas, voire réduisaient. On s'est dit que finalement la fin de course allait être un peu plus serré que ce qui était prévu sur le début de course. Donc
non, la voir aux avant-postes et puis faire une course pleine jusqu'au bout, ouais, c'est intéressant et c'est vraiment une force pour l'équipe de France parce qu'elle arrive avec un profil nouveau. Ça sera la première sélection qu'elle aura, donc un super état d'esprit aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, avec un esprit neuf, une vision un petit peu différente du trail. Donc c'est vrai que c'est bien de mettre dans des staffs habituels des gens avec des profils comme ça atypiques comme elle peut l'avoir. Donc ouais, je trouve que c'est que positif. Elle a fait une course sans se démunir, sans perdre ses moyens en début de course, où on avait l'impression finalement que la course était jouée, et en fait on se rend compte que voilà, avec l'altitude, les petites tendances du début sont complètement exacerbées et on se rend compte que Alizé a coincé, alors pour plein de raisons particulières, mais il arrive à jouer sa carte jusqu'au bout. Ouais. Manu, toi qui as aussi vécu beaucoup le monde, enfin les équipes France, une Hilary Girardi, que ce soit au niveau sportif et au niveau humain dans un groupe France, ça va faire une petite différence, ça va faire quelque chose de plus? Oui, en fait, ça va être la jeune rookie qui débarque après de longues années quand même de course à pied. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir des gens qui rentrent en équipe de France au-delà de la trentaine d'années. Il y en a qui y sont encore, mais qui ont commencé des fois plus jeunes. Hilary, on l'a plus vu sur des parcours type skyrunning, mais ce qui prouve aussi aujourd'hui la spécificité des parcours de ces championnats, enfin d'hier pour Hilary en tout cas, c'est qu'on avait un parcours qui était très montagneux, avec des hautes altitudes, et c'est ce qui se passe souvent en skyrunning. Et c'est vrai que c'est elle qui a su le mieux tirer son épingle du jeu, et avec des qualités qui sont un petit peu différentes, qui est venue s'imposer sur un parcours de championnat. Elle n'a pas volé sa victoire, on peut pas dire le contraire. Elle a été impériale et voilà, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un peu de sang neuf, et voilà, je pense que elle va kiffer sa première sélection. Elle va retrouver un parcours qui va être peut-être bien au moins aussi dur en tous les cas au mondial, puisqu'il y a encore quelques kilomètres de plus et il y a bien autant de dénivelé aussi, donc elle devrait être dans son élément, puis ça va la mettre en confiance en fait, de s'être imposée hier. Là elle va arriver avec je pense une bonne confiance en elle. Je suis pas sûr qu'elle ait énormément de pression, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience et depuis pas mal d'années. Donc je pense que vraiment ça va être de la pression positive pour elle, de se dire qu'elle est capable de rivaliser sur des parcours, en tous les cas au moins comme ceux qu'on a pu voir. Elle va être capable de rivaliser avec un haut niveau mondial et de jouer sa carte aussi fin septembre. Ce qui sera drôle, c'est qu'il y aura une équipe américaine assez costaude en face, et qu'une des meilleures américaines soit du côté de la France. On va observer ça avec attention. Fred, toi tu la connais intimement, j'ai envie de dire, vous êtes presque amis, tu la côtoies beaucoup, ça a dû te faire un petit truc en plus? Oui, on se connaît parce que c'est vrai qu'elle est déjà venue manger à la maison, on se voit régulièrement, on habite à quelques kilomètres l'un de l'autre. On se croise à vélo, on n'arrive jamais à trouver les bons horaires pour rouler ensemble, mais on se croise. Non, je crois qu'en fait, si on doit résumer, je crois qu'elle a créé un peu la surprise, mais c'était elle la première surprise. Ah oui. Parce qu'elle venait vraiment chercher le maillot. Et donc Tom et Manu ont tout résumé, donc je vais pas en ajouter. Après, c'est une Américaine qui rentre en équipe de France. Moi, depuis hier, je me dis, mais si jamais l'équipe de France allait créer la surprise, elle allait chercher un Jim Wemsley. Parce que Jim Wemsley a une grand-mère française, et il pourrait aussi avoir la double nationalité. Voilà, il est sélectionné avec les Américains. Mais bon, voilà, il pourrait presque avoir une sélection en équipe de France. On n'a pas besoin de Jim Wemsley. T'as vu l'équipe de France de feu? Ouais, non, une équipe de France conquérante avec, je pense, quelques tauliers. Manu peut être présent dans cette équipe, on verra bien, je lui souhaite. Et c'est vrai que je pense qu'il y a besoin de ces tauliers, de ces anciens, pour passer les relais avec toute cette jeune génération qui arrive, qu'on a vu hier. Louison, Benjamin, il a qu'une sélection. Il y a aussi aujourd'hui Thomas Butez, il y aura peut-être Jules Barriot. Enfin, c'est chouette, et on voit qu'il y a un vrai renouvellement de génération, qui est aussi le fait de tout le boulot qui est mené depuis 10 ans par les équipementiers qui misent aussi sur des teams des jeunes. On est quand même, je reviens, mais on est quand même quasiment le seul pays en France à compter 6 ou 7 équipementiers qui mettent de l'argent, mettent des moyens et du temps sur la formation des jeunes. Et aujourd'hui, ça paye. Thomas, il en connaît, il a
Jean-Marie Goncalves. Moi, j'ai eu par le passé Robin Juillaguet, Sylvain Cachard, Clémentine Geoffrey. Donc voilà, il faut prendre le temps, passer par ces étapes de la course en montagne, du trail court, et puis y croire, et pas forcément tout de suite aller. C'est encore un message qu'on passe, mais moi, quand je vois aujourd'hui des jeunes de 21 ans être dans des top 5, je vais pas être plus détaillé que ça, mais de course de 90 km, ça me fait un peu peur quand même pour l'avenir, quoi. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est un très bon sujet. Dernière question, et après je vous laisse rentrer chez vous, parce que c'est loin, Val d'Isère. Hein. Oh là là, c'est loin. Tom, maintenant, ça va être la préparation. Alors, il y a la préparation vers l'UTMB, mais du coup aussi la préparation vers les mondiaux. Comment on gère ça quand on a une équipe, quand on bosse autour d'une équipe avec plein d'athlètes? Je pense que le problème des sélections, c'est que on sait qu'on aura l'objectif dans 2 mois que le jour de la sélection. Donc c'est tout près. Ouais, là effectivement aujourd'hui, il y a l'été à passer. Je pense qu'il va falloir être en fait structurant sur cet été-là, parce qu'on arrive sur des périodes où on a envie finalement plus de partir sur des stratégies un petit peu de rando-course, ainsi de suite. Alors que finalement, il va falloir quand même avoir à l'esprit que il va falloir avoir un pic de forme fin septembre. Donc il va falloir structurer l'été, arriver avec une planification. Donc même si l'été est pas propice à faire le job et à avoir un entraînement un peu codifié, je pense que ça va être un petit peu le maître mot de ceux qui vont être qualifiés pour l'équipe de France. Maintenant voilà, il y a l'UTMB en fin août. Donc voilà, les déçus de la sélection auront peut-être finalement un été à se focuser sur une OCC ou une CCC. Et voilà, après on ne sait pas encore dans les sélectionnés de l'équipe de France ceux qui vont vouloir absolument avoir une course à la fin du mois d'août pour pouvoir aller sur l'UTMB, parce que ça fait partie des critères finalement bloquants pour prétendre être en équipe de France. Il va falloir entre guillemets renoncer, c'est les choix, préférer ou choisir, c'est préférer ou renoncer. Donc à un moment donné, si on choisit et qu'on préfère l'équipe de France, on va renoncer à un pic de forme en août. Donc du coup voilà, je pense que l'été va être propice à essayer de poser les objectifs de chacun et focuser sur ce qu'on aura choisi fin septembre. Merci messieurs, merci Manu, merci Fred et merci Tom. La bande à des plus, présentée par Nicolas Frère. Juste après cette discussion avec Thomas Laure-Blanchet, Manu Messa et Fred Bousseau, j'ai retrouvé la coach de Distance Plus, Sabine Herström. Blessée en début d'année, elle revenait avec l'envie de bien faire, sans forcément espérer jouer aux avant-postes sur ce championnat de France de trail court. Malheureusement pour Sabine, ça ne s'est pas bien passé. Elle a passé la ligne d'arrivée en 20e position, après 35 minutes de la championne de France Cécile Jarousseau. Et lorsqu'elle m'a rejoint, les émotions négatives étaient encore fortes. Elle a accepté de se livrer malgré tout au micro de Distance Plus pour la bande à des plus. Sabine, tu viens il y a quelques minutes de finir ta course et puis il y a un petit peu des larmes dans les yeux parce que c'est pas une course réussie et il y a de la déception aujourd'hui. Ouais, je t'ai dit que ça me faisait pas de souci de faire l'interview parce que ça fait partie du sport, mais c'est vrai que c'était une dure journée où j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur les sentiers, ouais. C'est quoi l'émotion? Pourquoi elle vient te chercher aussi fort alors que tu es sur un retour de blessure? T'avais pas, on s'est parlé hier et tu m'as dit je jouerai pas devant, etc. Mais il y a quand même de la déception. C'est quoi? C'est la compétitrice là qui s'exprime? Ouais, à chaque fois je me dis que j'ai jamais eu trop l'esprit de compétition et que j'ai l'impression d'avoir de moins en moins. Mais je pense qu'après, quand tu es dans un jour de championnat de France, tu as envie de te sentir en forme, quoi. C'est quand même une date qui est cochée depuis longtemps, même si j'avais eu des soucis à la rotule. Et ouais, et puis du coup, c'est un peu le paradoxe où, en fait, quand sur le terrain, les gens ils sont trop gentils, ils t'encouragent, ils te disent c'est bien, et puis en fait, moi j'avais juste envie de me cacher sous un caillou et de dire non, en fait, c'est nul ce que je fais, quoi, et moi je continue juste pour respecter la course et parce que si à chaque fois qu'on n'est pas bien, on abandonne, en fait, il n'y a que 3 personnes qui finissent la course à chaque fois. Mais ouais, si le trail était toujours comme ça, je pense que je ne mettrais pas beaucoup de dossards, ouais. En plus, tu es quelqu'un de plutôt bienveillant, les mots nuls, c'est pas quelque chose qui viennent souvent dans ta bouche. Ça fait drôle et je trouve que c'est dur que tu parles de toi comme ça. Tu n'emploierais jamais ça avec tes athlètes. Ah non, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais c'est juste comme ça que je me suis sentie, quoi. Et puis,
Puis ouais, il y avait un petit peu trop de choses dans ma tête. En fait, c'est vrai, je savais que j'étais pas prête musculairement, mais là, en fait, je l'ai éprouvé. Et après, normalement, mon point fort, c'est les montées. Et effectivement, je gagnais des places dans les montées, mais pour autant, les sensations, elles étaient quand même vraiment pas bonnes parce que voilà, l'altitude, vraiment, ça tabasse, ça fait vraiment mal. Et puis, ouais, j'avais l'impression que les gens étaient trop gentils et que j'étais pas à la hauteur de Margot qui me faisait les ravitaux et qui Margot était Le super, Margot Le Map et qui était super positive à chaque fois alors que j'avais l'impression de galérer, quoi. Quels ont été alors le parcours? Est-ce que tu arrives à avoir de l'objectivité sur pour le décrire? Beaucoup l'ont décrit comme un parcours exceptionnel en trail. Toi, c'est quoi ton avis? Ouais, franchement, c'était beau. C'était très raide et pas très technique. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal musculairement. C'est qu'en fait, il y avait vraiment moyen de descendre vite si on tient musculairement. Mais là, moi, j'étais pas prête à ça. Mais ouais, clairement, c'est un beau parcours. Après, ce qui est un peu embêtant pour un championnat de France, c'est que c'était quand même clairement à l'avantage des gens qui ont pu passer vraiment du temps en altitude parce que il n'y a pas de breton sur la boîte. Ouais, il n'y a pas de breton et quand t'as pas vraiment cette spécificité, c'est compliqué de suivre le rythme. J'allais dire surtout sur un parcours court comme ça où on va vite, mais je crois que c'était la même chose pour le long aussi, ouais. Après, là où c'est intéressant, c'est que c'était sélectionnable, enfin, c'était pour les sélections, pour les mondiaux qui seront eux aussi très très montagneux. Donc c'est aussi bien que les vainqueurs soient des gens de montagne, on va dire, ou en tout cas avec des aptitudes en montagne. Ouais, je crois que les mondiaux c'est quand même pas aussi haut en altitude, mais après, c'est normal que les championnats de France tournent et puis c'est toujours ça valorise plusieurs qualités. Et puis cette année c'était les montagnards, il y a pas de souci avec ça, ouais. Alors j'ai pas une information officielle, mais dans ce que j'entends, il pourrait y avoir une future épreuve, pas l'année prochaine parce que c'est le trail. J'ai un trou là, le trail du Ventoux qui sera support des championnats de France, mais l'année d'après ou l'année d'après, ça pourrait être plutôt près de chez moi, la Normandie, la Bretagne, quelque part par là. Et ça va changer un peu. On va avoir des coureurs rapides. Ouais, c'est ça, c'est bien que ça change chaque année. Et puis, comme tu dis, en fonction aussi, quand c'est des courses de sélection, en fonction des championnats du monde ou d'Europe, c'est normal de réfléchir par rapport à ça, ouais. Il y a quand même des points positifs. Ton genou qui te faisait souffrir au début de l'année, là, c'est passé. Il n'y a pas eu de douleur, au moins pendant cette course. Et puis, il y a tes athlètes aussi sur ce week-end qui ont plutôt bien performé. Et pas que ici, à Val d'Isère, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait Maria qui était... Maria Sommerviron, collaboratrice de Distance Plus aussi. Tout à fait, qui était sur la hard rock, elle a été bien solide. Et puis, non, c'est sûr, et Jennifer qui mérite tellement cette médaille d'argent hier. Ça, c'est sûr que la coach a réussi son week-end. Après, je pense qu'il y a moyen d'essayer de réussir les deux. Donc, c'est pas la même chose. J'essaye de pas transférer... Franchement, j'ai des émotions de dingue grâce aux gens que j'entraîne, mais j'essaye de pas transférer. En fait, c'est pas à eux de rattraper mes déceptions. Mais quand même, ça fait un cocktail, quoi. Il va falloir. Comment tu vas est-ce qu'il est trop tôt et comment tu vas essayer de conjurer un peu le sort et ce week-end qui est difficile pour toi? Ouais, j'allais juste rajouter un truc, c'est que là où ça me donne de la force, c'est que parmi les gens j'entraîne, il y a aussi des gens qui ont des soucis bien plus importants qu'un souci de rotule. Et tu vois, de finir la course, c'est du respect aussi par rapport à ce qu'ils vivent eux. Et comment je vais faire? Je vais me reposer. Je vais voir avec mon kiné comment je peux faire pour arriver à descendre plus fort maintenant que la rotule va mieux. Et puis il y a des belles choses en montagne qui m'attendent. Je voulais surtout pas me faire mal parce que derrière avec Marine Quintard et Manon Loire par exemple on retourne sur la Tavia et puis après derrière je vais aller à l'échappée belle, donc c'est vrai que c'est déjà bien d'être en intégrité physique même si j'aurais des bonnes courbatures de main et voilà, c'est une déception sportive, mais j'ai envie de dire s'il y avait jamais de déception on serait pas content quand ça se déroule bien, donc ça fait partie du sport, ouais. Un petit mot pour terminer sur quelques athlètes féminines qui ont brillé ce week-end. Alors d'abord ici à Val d'Isère,
Qu'est-ce que ça te fait une Hilary Gérardi, championne de France? Qu'est-ce que ça te fait une Cécile Jarousseau qui a été championne de France dans plein d'autres disciplines et qui arrive sur le long et qui casse tout avec un sourire énorme? Ouais, bah forcément très 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 contente pour elle. Après moi il y a plein de gens que j'ai envie de voir gagner, Bien donc sûr. il y a pas assez de place sur la première marche, mais ce qui fait très plaisir aussi c'est de voir cette densité qu'il y a sur les forces féminines et que vraiment là on a un championnat de France où même si bien sûr il y a des absences parce que ça fait partie de notre sport, il y a des grosses courses tous les week-ends, mais en tout cas avec les gens qui sont présents, il y a déjà une densité qui permet de vraiment dire que c'est une belle course. Et puis je vais en profiter quand même pour dire que hier la diffusion sur l'équipe TV et sur YouTube de Val d'Isère a été coupée avant l'arrivée des premières femmes, alors même qu'il y avait un énorme suspense et ça c'est quand même vraiment regrettable. Alors uniquement sur la chaîne L'équipe, parce que les gens qui suivaient le live sur la chaîne YouTube de l'événement, a priori il a été jusqu'au bout. Fred Bousseau était aux commandes et il m'a dit que ça n'avait pas été coupé, uniquement sur l'équipe. Ouais, moi je regardais sur le YouTube de Val d'Isère, ça a été coupé aussi. Mais il y a effectivement, il paraît que sur Direct 8 Mont-Blanc, c'est ça, le Direct 8 Mont-Blanc. La totalité. Malheureusement, c'est quand même pas les. Voilà, quand tu veux toucher un large auditoire, ce serait quand même bien que ce soit sur l'équipe TV. Mais bon, à part ça, écoute, j'espère. Je pense quand même qu'on arrive à couvrir de mieux en mieux les femmes. Ça montre juste que, en fait, dès qu'on relâche la pression, il y a des aberrations qui se produisent. Donc, il faut continuer, quoi. Et j'en profite parce que tu me tends presque une perche pour dire que j'ai comme envie de m'excuser aussi parce que on a essayé de couvrir ces championnats de France le mieux possible et comme on essaie de le faire systématiquement de manière éditoriale, de manière équilibrée homme-femme, et ça a été très difficile. Par exemple, au moment où on se parle, ce matin, j'ai couvert les championnats de France de trail court, ta course, et il a été quasiment impossible, à part au départ et à l'arrivée, d'avoir les femmes. Et on entend la Marseillaise pour célébrer la victoire de Cécile Jarousseau. Un mot aussi de Manon Board ou de Katie Scheid qui ont brillé sur la hard rock outre-Atlantique. Ouais, que dire, franchement, c'est très impressionnant ce qui s'est passé sur cette hard rock. Ludo aussi quand même. Et puis ouais, Manon, du coup, j'ai hâte d'avoir le récit plus en détail. Je suis vraiment trop contente pour elle avec l'investissement qu'elle a mis dans cette préparation, d'arriver à faire ça avec son père. C'est vraiment beau. Et puis, c'est vrai que c'est beau de pouvoir partager ça en famille parce que moi, c'est aussi un petit peu un truc qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression que ma famille comprend pas trop le trail et... Tu te sens seule là-dedans? Ouais, alors seule non, parce qu'il y a la famille du trail, quoi. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien qu'ils prennent à la hauteur de l'énergie que j'y mets. Il y a ma grande sœur qui me soutient énormément et puis les autres, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas, mais peut-être que ceux qui ont raison, en fait, quand ils ont pas envie d'aller faire du sport, ils y vont pas. Donc, ils comprennent pas que des fois, nous, on y met de l'investissement et puis. Et de la passion. La passion. On termine avec une autre femme qui a brillé ce week-end. Je ne sais pas si tu es au courant. À Verbier. Il y a une victoire. Caroline Chavreau. Qui est le retour. Incroyable. Je ne peux pas ne pas faire réagir. Surtout qu'elle écoute la bande AD+, donc bravo Caroline, ça fait trop plaisir, ouais. Elle revient. Je ne sais pas si elle revient, mais elle nous avait dit quand on l'avait invitée qu'elle avait envie de remettre des dossards, de se réaligner et que la santé allait bien. Donc, est-ce que c'est une indication qu'on va la revoir de plus en plus? Ce serait chouette en tout cas. Ce serait chouette et ce serait chouette qu'elle vienne même si elle gagne pas en fait. C'est ça qui fait plaisir, c'est aussi de voir. Il y a aussi Nouria Picasse qui fait encore des courses et qui avec passion et ça fait trop plaisir de voir que cette passion perdure à travers les années. Merci Sabine, on va te laisser te reposer et puis te remettre de tes émotions parce que là on l'a entendu, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça aussi, quand on est fatigué, les émotions ressortent et puis j'ai le podium de vieille qui arrive. Ah, t'as un podium, bah voilà le sourire. Tu vas monter sur le podium, mais t'es pas une grande fan sur des catégories. Hein. Ouais, après sur Trail Court, je trouve que ça a déjà un petit peu plus de sens, mais hier on a bien vu que les M0, c'est celles qui font un 2-3, donc je crois que sur longue distance, c'est pas vraiment un désavantage d'avoir plus de 35 ans. Donc médaille d'argent là. Oui, c'est ça. C'est Ania qui est aussi ukrainienne, qui est de mon club, qui a gagné et qui a fait une très belle course alors qu'elle était à la Pyramenta été en week-end choc le week-end dernier. Donc trop cool, ouais. Allez, bon repos. Merci Nico. La bande AD+,
le podcast du magazine Distance Plus. Comme prévu, les résultats des championnats de France de trail ont en grande partie guidé le choix de la sélection pour les mondiaux annoncés par la Fédération française d'athlétisme. Voici les 6 membres de l'équipe de France féminine de trail court par ordre alphabétique. La championne d'Europe en titre Clémentine Geoffrey, Lucille Germain, Cécile Jarousseau, Olivia Magnone, Adeline Martin et Émilie Menuet. Voici les 6 membres de l'équipe de France masculine de trail court: Johan Bojard, Thomas Butez, Sylvain Cachard, le champion d'Europe en titre Thomas Cardin, Pierre Galbourdin et Frédéric Tranchant. Voici les 5 membres de l'équipe de France féminine de trail long: la championne du monde en titre Marion Delespierre, Hilary Gérardi, Jennifer Lemoine, Anne-Lise Rousset et Anne-Cécile Thévenot. Il y a une remplaçante chez les femmes sur le trail long, il s'agit d'Agathe Bess. Voici les 6 membres de l'équipe de France masculine de trail long: Vincent Bouillard, Baptiste Chassagne, Louison Coiffé, Mathieu Delpeuch, Robin Juliaguet et Benjamin Roubiol. L'annonce des sélectionnés a entraîné comme souvent des critiques et des commentaires sur lesquels nous reviendrons ultérieurement lors d'un débat dans la bande AD+, mais un point semble avoir tout particulièrement choqué, c'est le fait que 5 athlètes féminines aient été sélectionnées pour les mondiaux de trail long, alors qu'ils seront 6 athlètes côté masculin. Nous avons demandé sa réaction à l'athlète laissée sur le banc des remplaçants, Agathe Bess, qui avait terminé 4e des France. Je vous lis sa réponse. De suite après la course, Julien Rancon et Adrien Séguré, respectivement responsables de l'équipe de France de trail et de course en montagne et sélectionneurs des Bleus, sont venus me parler et me prévenir de mon statut de remplaçante en évoquant entre autres ma cote ITRA. Le règlement FFA stipule qu'il faut une cote supérieure à 700 pour être sélectionné. Mais 700, à quelle date? Car avant les championnats, j'étais en dessous. Je suis passé au-dessus après la course avec 722 de cote. Et puis c'est comme si on nous demandait de faire plusieurs fois les minima pour être sélectionnable. Comme si un sprinter devait courir plusieurs fois sous les minima pour être pris, tout en sachant qu'il y a une 6e place vacante. C'est dommage à mon sens, même si je comprends la Fédé qui aimerait qu'il y ait plus de niveau encore sur les championnats. Se pose aussi la question de la parité chez les hommes. Il y a 6 coureurs. Et enfin, sans parler de mon cas personnel, c'est toujours Agathe qui parle, je trouve un peu frustrant de priver un ou une athlète d'une place potentielle en équipe de France qui doit être tellement valorisante et enrichissante qui permettrait probablement d'engranger de l'expérience pour peut-être d'autres sélections futures. Ceci dit, je reste déjà ultra satisfaite de la course et de cette place de remplaçante qui m'est accordée. Ce serait un rêve pour moi de porter le maillot, de faire partie de l'équipe, et je garde toujours la motivation pour y arriver, et je ferme les guillemets. Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, dans laquelle on vous parle d'itinérance et de voyage en courant sans forcément parler de performance. Comme cette année, les championnats de France de course en montagne et les championnats de France de trail que je couvrais pour Distance Plus se tenaient à 1 semaine d'intervalle à Val d'Isère, j'ai assez logiquement décidé de rester sur place entre les 2 événements. Et comme mes enfants sont en vacances, j'ai saisi l'occasion pour les emmener avec moi à la montagne. L'idée, c'était à la fois de les embarquer sur les différentes courses, mais aussi et surtout d'organiser une randonnée de 3 jours, tous les 3, en itinérance de Val d'Isère à Val d'Isère, dans le fabuleux parc national de la Vanoise. Mes garçons ont 11 et 15 ans et sont raisonnablement en forme pour des ados, surtout mon plus vieux qui pratique le tennis plusieurs heures par semaine. En grandissant, mon plus jeune traîne un peu la patte et il perd la motivation alors qu'il était le premier à vouloir courir avec moi autrefois, mais j'ai confiance que ça se passera bien. Je les ai associés à ce projet père-fils en leur proposant longtemps à l'avance cette grande randonnée en haute montagne, tout en les prévenant que ce serait une déconnexion obligatoire des écrans et une expérience en pleine nature, comme ils en ont rarement vécu. L'idée, c'était de vivre un beau moment en famille, sans volonté de réaliser une performance. L'un et l'autre étaient partants et plutôt enthousiastes. Ne connaissant pas les alentours de Val d'Isère ni la vallée de la Tarentaise l'été, j'ai demandé conseil à ceux qui savent, qui connaissent les sentiers, et j'ai finalisé l'itinéraire avec l'aide de Laurane,
de l'Office de tourisme de Val d'Isère. Un vrai coup de cœur, tant elle a été aidante, bienveillante et débordante d'idées pour nous faciliter la vie. Voici notre parcours dans les grandes lignes, avec un départ à 1800 mètres et plusieurs passages à quasi 3000 mètres d'altitude dans un cadre sublime, se prêtant à la contemplation du début à la fin. Le premier jour, on a fait le tour du Mont Roupe, on est monté au col de la Rocheur, jusqu'au refuge du Fond des Fours, au cœur d'un cirque. Ça faisait 23 km et 1700 mètres de dénivelé positif. Assez costaud pour débuter la balade. Le deuxième jour, on a fait l'ascension du col des Fours, on est descendu au pont de la Neige, on est remonté au col de l'Iseran, qui est le plus haut col routier d'Europe, et on est redescendu au Fournet avant de rejoindre le pont Saint-Charles, de longer les gorges du Malpasset, jusqu'au refuge moderne du Prarion, lui aussi au cœur d'un vaste cirque. Ça, c'était une journée à 18 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Enfin, le jour 3, ascension jusqu'au col de la Lauze à près de 3000 mètres d'altitude à la frontière entre la France et l'Italie, puis retour au refuge du Prarion avant de retraverser les gorges de Malpasset et de retourner à Val d'Isère via un long sentier en balcon. Ça, c'était une journée un peu plus légère, à 15 km et 800 mètres de dénivelé positif. Après une période de canicule, nous avons quitté Val d'Isère un jour de mauvais temps, sous la pluie et dans le froid. Nous étions bien équipés pour être en mesure de nous adapter à la plupart des conditions météo, y compris des conditions hivernales, avec bonnet, cache-cou, gants, etc. Et heureusement, car plus on montait, plus le temps dégénérait. On a tout eu, la pluie, la grêle, la neige, le vent, le froid. En altitude, la neige qui tombait depuis la veille avait recouvert le sentier. Avec mes gars, on avançait tranquillement et prudemment, d'autant que mon plus jeune a souffert d'un mal des montagnes au-dessus de 2500 mètres. Mais on s'est perdu en essayant d'éviter la neige. On est trop descendu et on a trop tourné au point d'avoir perdu nos repères. Il y avait de la grêle partout, c'est un peu compliqué. Ça a généré un petit stress. Mais mon plus grand avait une conviction, il fallait remonter pour retrouver les cairns. C'était évidemment la chose à faire et c'est ce qui nous a permis de retrouver notre chemin. Bon, j'avais aussi envoyé notre localisation à Lorane qui a pu nous confirmer que nous étions revenus sur la trace à suivre. On est arrivé au refuge du Fond des Fours en état d'euphorie, fiers de nous être sortis de ce mauvais pas et heureux de pouvoir se mettre enfin au chaud et à table devant une bonne soupe. Cette journée chaotique restera, c'est sûr, gravée dans nos souvenirs de famille. Et puis si les enfants se demandaient en début de journée à quoi servaient exactement les cairns, ces amas de pierres que l'on retrouve régulièrement au bord du chemin, et ben à la fin de la journée, ils savaient. Avant de reprendre le chemin le lendemain, j'ai posé quelques questions à Claire, la gardienne du refuge du Fond des Fours, qui nous a si bien accueillis. Alors Claire, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici ? Ici, on est au refuge du Fond des Fours, au-dessus de Val d'Isère, dans le parc national de la Vanoise. À peu près à quelle altitude ? 2537 mètres, précisément. Quelle est la particularité de ton environnement ? On est dans des pelouses alpines et ce qui est particulier en Vanoise, c'est que en fait, tout ce qui nous entoure, c'est tout à 3000. Et du coup, c'est des hauts plateaux hyper accessibles ou des petites pointes. Et du coup, ça rend un paysage un peu lunaire et très beau. C'est qui les gens qui viennent chez toi s'arrêter au refuge ? On a tout type de personnes. On a des néophytes qui découvrent la montagne. On a aussi des alpinistes qui veulent faire des sommets, même s'il y a de moins en moins de glace. Et puis, on a surtout l'hiver beaucoup de montagnards alpinistes. C'est assez famille, club de randonnée. En fait, on est à des altitudes où il y a vraiment toute la clientèle montagne, du débutant à l'expert. Parce qu'en fait, on peut arriver ici après une longue randonnée, mais on peut arriver aussi assez rapidement depuis Val d'Isère. On est à 1 heure ou deux de Val d'Isère. En fait, on a une géographie qui permet l'ouverture du champ des possibles, de créer son itinéraire long, facile, court. On peut courir sur des lignes de crête. Tout est possible. Vraiment, c'est un paysage qui est quand même doux et haut perché. Et du coup, c'est adapté un peu à tout le monde, à tout le pratiquant. Si on prend juste la clientèle un peu plus moins montagnarde, oui. Est-ce que toi, depuis que tu as le refuge, est-ce que tu observes une évolution chez les gens ? Oui, en fait, quand j'ai pris le refuge il y a 9 ans, la montagne était un peu en perte de vitesse, clairement.
Et en fait, on se disait, oh là là, tous les anciens du club alpin, c'était eux notre foyer, entre guillemets, ce qui nous faisait vivre. Et en fait, le Covid, ça a été un élément de fou booster où les gens ont redécouvert en fait les espaces sauvages, la montagne, et même finalement le réchauffement climatique. On voit que l'été prend vraiment beaucoup plus d'ampleur. Les gens, ils ont plus envie d'être entassés, ils ont envie de grands espaces, de se reconnecter à la nature. Et du coup, on a une population de plus en plus jeune, pas forcément aguerrie, mais qui ont en tout cas envie de découvrir. Et ça, c'est super. Avec aussi une philosophie qui est en train de bouger dans la conscientisation des choses chez les jeunes. Oui, les jeunes, ils sont quand même... en fait, ils sont souvent émerveillés et ils ont une grosse sensibilité. Du coup, quelque part, de connaître ces berceaux de nature, ça les rassure et ils en ont besoin pour tenir le reste de l'année. Et c'est des gens que souvent, au début, ils viennent, ils sont pas forcément forts. Puis après, ils sont capables de faire des traversées de fou. C'est le début, quoi. Pour les gens qui n'ont jamais vécu l'expérience du refuge, résume-moi ce que c'est que la vie en refuge ou même le passage, comme on vient de le faire avec mes enfants en refuge. Alors le refuge, en fait, c'est vraiment un lieu qui permet d'aller plus loin dans la nature profonde. C'est juste une étape. C'est pas forcément quelque chose de très confortable. On y trouve tout ce qu'il y a de base pour réconforter, pour reprendre de l'énergie et repartir. C'est pas un lieu où on reste en séjour plusieurs jours, mais c'est vraiment un lieu qui permet de vous avancer dans la nature sauvage pour aller voir plus loin les sommets, pour découvrir plus loin la nature. Et aussi, ça vous permet de vivre une expérience un peu atypique parce que les nuits sont longues, vous avez les ciels étoilés, vous avez quand même... On retourne à des choses très simples, essentielles. On est content de juste manger ou de rencontrer ses voisins à table parce que tout est collectif. Ici, on efface complètement l'échelle humaine, enfin je parle pas l'échelle, les différences sociales. La hiérarchie sociale, ouais, je sais pas si on peut dire ça aussi, mais... En fait, ici, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est les mêmes prix pour tout le monde. Et du coup, pareil, on choisit pas à sa place, qu'on mange et où on dort. C'est toi qui l'assigne. C'est nous qui organisons parce que là. On a des obligations, on connaît un peu nos marges de manœuvre pour que tout le monde rentre quand même dans un petit espace. Et du coup, ça fait des belles rencontres complètement atypiques. Les 2 jours suivants ont davantage été marqués par la chaleur et les coups de soleil. En arrivant au refuge de Prarion, on a été étonné par la modernité des lieux. Il a été complètement rénové en 2019 et ça se voit. Voilà un lieu idoine pour découvrir la vie en refuge, tout en vivant une expérience confortable, mais sans douche chaude. Faut pas exagérer. Je vous partage ma discussion avec Sandrine, la gardienne de ce refuge qui a la particularité de ne pas être très loin de Val d'Isère et de la civilisation. Sandrine, on est où là exactement ? On est au refuge de Prarion. Qui se situe où dans le parc de la Vanoise ? Qui se situe sur la commune de Val d'Isère à 2324 mètres et à environ 1h30 de marche du parking du Pont Saint-Charles. Ça ressemble à quoi la vie en refuge ? Pour vous là ? Ça ressemble à une vie normale, sauf qu'on a un grand bâtiment à gérer, 40 convives au maximum. Et puis nous, on vit sur place. Quand je dis nous, c'est l'équipe, c'est-à-dire les aides-gardiennes, puisque ce sont des filles, et moi-même. Donc on vit là les 3 mois d'ouverture de l'été. Sans jamais retourner à la ville ? Si, de temps en temps quand même, pour faire quelques courses, pour aller manger ou boire un coup en bas. Si, on redescend. Donc vous n'êtes pas des ermites non plus ? Non, pas complètement, non. Mais un petit peu, une petite envie d'être en solitude quand même, des fois ? Oui, des fois, quand il n'y a personne, on est bien aussi, on aime bien. Quand il se met à neiger et que l'accès est moins praticable, ça nous convient aussi, on est pas mal là. Qui vient en refuge ? C'est quoi la population ? Alors l'été, on a énormément de familles, d'alpinistes aussi, et puis de gens qui viennent à la journée pour s'installer sur la terrasse et profiter du panorama. Vous êtes votre rôle au-delà d'être gardienne de refuge par rapport aux gens qui viennent ici. Vous avez on va dire une fibre touristique. Vous informez les gens, vous les aidez, peut-être même parfois vous partez en montagne pour aider les gens à revenir quand ils sont perdus. Non, alors ça arrive assez peu de partir en montagne pour aller les chercher. On n'est quand même pas dans un refuge de très haute altitude. Ça arrive sur des secteurs comme les Écrins ou entre la Meige et le promontoire. Effectivement, les gardiens ont un vrai rôle de surveillance. Nous, on est là surtout pour faire de l'accueil, un peu de pédagogie à l'environnement. Et puis ce matin, là par exemple, on avait, hier soir, une petite famille de 9 enfants avec leur mamie. Et du coup, ça nous fait plaisir de voir que
ce sont les prochains pratiquants de la montagne qui viennent découvrir la vie en refuge comme ça. Enfin, ça, moi, ça me plaît assez en fait. Ici, on est sur un refuge dernier cri. Hein, il a été rénové dans les années 2019-2020. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence avec le refuge du Prarion des autres refuges qui sont peut-être un peu plus rustiques? Alors d'une certaine façon, il n'y a pas tant de différence parce qu'on peut toujours être sujet à des problèmes d'eau, d'adduction en eau ou même en électricité parce qu'on a une pico-centrale qui est juste ici, mais elle peut tomber en panne suite à des gros orages, donc on peut avoir moins d'électricité. Et puis l'hiver, on a des panneaux solaires qui donnent suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les frigos et les congélateurs et puis donner de la lumière. Mais c'est pareil, s'il fait pas beau, les panneaux chargent moins les batteries. Et donc ça, quel que soit le refuge, c'est aussi une contrainte qu'on a de sobriété et de consommer de façon, on va dire, raisonnée. Après, l'avantage de ce refuge qui est tout neuf, c'est qu'il est bien isolé, il est exposé plein sud, donc il fait chaud dedans. Même l'hiver, il suffit de chauffer un peu le matin avec le poêle et on a vite très très chaud et on s'y sent très bien. Et puis les infrastructures d'accueil, les dortoirs très confort. Sont très confortables. Et puis la salle pareil. Et puis nous on y a mis notre touche de déco, ce qui fait que c'est un refuge évidemment qui est beaucoup plus confortable que d'autres certainement. Et c'est une bonne façon aussi de s'initier au refuge quand on est un petit peu habitué au luxe du confort urbain, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un peu le piège aussi parce que certaines personnes ont tendance à croire qu'elles sont dans un hôtel et c'est pas le cas parce qu'on n'est pas dans un hôtel-restaurant. Donc nous, on est au service des gens, mais dans une certaine mesure. Et du coup, on demande aussi aux gens de se comporter comme dans un refuge, de débarrasser leur table, de redescendre leurs déchets parce que les déchets ici, on les redescend soit en hélico en fin de saison, soit à dos. Il n'y a pas de camion benne qui passe. Donc on est quand même un refuge situé, on n'est pas en bord de route, hein, donc on a les mêmes contraintes qu'un autre refuge qui serait plus rustique. Voilà. Mais d'ailleurs, et c'est la dernière question, comment vous rapatriez tout le matériel dont vous avez besoin, les vivres, parce que vous faites pas ça toutes les 5 minutes non plus. Non, là on l'a fait la semaine dernière, on a fait un gros héliportage de début de saison. Donc on a 8 big bags de nourriture, de produits qui sont montés et un filet de gaz pour pouvoir cuisiner. Et ça, on le refera probablement au cours de la première quinzaine d'août en fonction des besoins et en fonction de la fréquentation. Ça représente combien de tonnes pour que ça parle un peu? Ça fait à peu près... alors évidemment, les bouteilles de verre, ça pèse lourd, mais ça représente à peu près 5-6 tonnes. C'est pas rien. Non. C'est de la gestion en amont et en aval qui est pas rien. Complètement. Merci Sandrine. Merci à vous. Ces 3 jours d'itinérance, loin de nos portables, à marcher longtemps dans un cadre montagnard majestueux, avec des vues sidérantes de beauté brute et minérale, et à observer les nombreux animaux du parc national de la Vanoise, comme les chamois, les bouquetins ou encore les marmottes, resteront probablement gravés dans nos têtes. Le bilan, 57 km et 3700 mètres de dénivelé positif. Mon plus jeune fils n'a pas eu de difficulté physique à parcourir ces 57 km en 3 jours, mais il a eu de la misère à grimper au-dessus de 2500 mètres. Il avait le sentiment que sa tête était prise en étau et se mettait à pleurer parfois. Alors il a suivi les conseils de Claire après le premier jour, de bien boire en altitude, et ça s'est plutôt amélioré au fil du temps. Après chaque effort ascensionnel s'ensuivait une phase euphorique assez amusante, je dois dire. Quant à mon plus grand, il a répété plusieurs fois qu'il avait le sentiment d'être en liberté en montagne et il a ressenti beaucoup de fierté dans l'effort. Il dit s'être préparé mentalement à marcher de longues journées en montagne, à ce que ce soit long et difficile à tel point qu'il n'a pas trouvé ça si long et si difficile finalement. Et cerise sur le gâteau, il a déjà envie de remettre ça. Alors vive l'itinérance en famille. Pour explorer les produits techniques haut de gamme de notre partenaire Wise, je vous renvoie au site web wisetrailrunning.com. Personnellement, durant notre itinérance, j'ai porté le bonnet Wise, le short Sherpa Max, l'ultra short à manches courtes et à manches longues, pas en même temps évidemment, la veste coupe-vent ultra légère et en tout temps le sac de trail Sherpa. Pendant la tempête, mon grand a porté le pantalon FKT. Il grognait un peu au départ, mais il a été ravi de l'avoir sur lui finalement. La playlist de la bande à des plus en partenariat avec Shox.
Dans chaque épisode, nous glissons chacun un titre dans la playlist de la bande AD+, que vous retrouvez sur Spotify et sur Deezer, à écouter avec les écouteurs à conduction osseuse Shox, par exemple. J'ai demandé pour cet épisode un peu spécial à Blandine Lirondelle, vainqueur du 90 km du Mont-Blanc, à Louison Coiffé, médaille d'argent au championnat de France de trail long et médaille de bronze au championnat de France de course verticale, à Marianne Hogan, 3e de la Western States, et enfin à Sabine Erström, la coach de la vice-championne de France de trail long Jennifer Lemoine et de Maria Semerjian, 9e de la Hard Rock, de glisser chacun un titre qu'ils écoutent en ce moment dans notre playlist. Alors, Blandine se met une vieille chanson dans les oreilles qui a le don de la mettre de bonne humeur, Sweet Caroline de Neil Diamond. Marianne écoute de janvier à janvier Dantès et Matzès, un groupe de rap d'Occitanie. Chez nous y'a que le temps qui passe de janvier à janvier. Ils nous aiment pas, ça tombe bien, on comptait pas changer. C'est nous le verre de trop qui fait. J'en profite pour souligner que Blandine et Marianne sont toutes les deux des athlètes ambassadrices de notre partenaire Shox. Louison y va avec Peace de JER. Donc on répondra par peace, peace, stop peace. Quant à Sabine, elle craque pour Mezzoroto d'Alessandra Amoroso et Big Mama. Cosa fai questa notte? Sei tutta cromata di blu, tutta sola anche tu. E dimmi poi dove vai questa notte che adesso non ti... Et pour ma part, je glisse dans la bande son de la bande AD+, Ride It d'Aziza Kobilova. Retrouvez la playlist de la bande AD+, gratuitement sur Deezer ou sur Spotify. Et grâce à la collaboration avec Shox, vous bénéficiez d'un joli rabais de 10 € sur n'importe quel casque Shox à conduction osseuse ou à conduction aérienne avec le code LBAD+. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de la deuxième partie de cette 72e émission de la bande AD+. La bande AD+, est une émission de Distance Plus concoctée par les productions des Plus. Cet épisode a été réalisé par Alexandre Ferreira. Merci aux partenaires officiels de la 4e saison de la bande AD+. J'ai nommé NAC, Miles Republic, Run Motion Coach, Wise et Shox. Je vous redonne le code promo à retenir, LBAD+, pour bénéficier de 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site web de NAC d'ici le 31 juillet et pour avoir 10 € de rabais sur tous les casques à conduction osseuse Shox sur le site web de Shox. Merci aussi aux précieux collaborateurs du média journalistique Distance Plus, Baptiste Ballet, Franck Berthaud, Julian Claros, Clément Lenné et Chloé Rebaudot. Merci à tous de nous écouter et de nous suivre sur les réseaux sociaux de Distance Plus. D'ailleurs, si vous aimez la bande AD+, pensez à partager l'émission sur vos réseaux, à écrire un commentaire sympa ou à mettre 5 étoiles, ça ne coûte rien. Mais pour nous, c'est un vrai plus. N'oubliez pas que l'intégralité du contenu journalistique de Distance Plus vous est offert 100% gratuitement. À plus dans la bande AD+.